quel barreau, là. Bon. Oui, rebonjour à tous et on s'en excuse beaucoup. S'il vous plaît, et on pourra attendre 1 à 2 minutes et le temps qu'on ait donc et d'autres participants qui sont en cours donc de se connecter, s'il vous plaît. Voilà, 2 minutes encore. Voilà, donc à 9h, à 9h09, 8, on va démarrer. Merci bien pour votre indulgence. Ok, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mesdames et messieurs, donc les représentants donc, des autorités, les représentants donc des organisations de la société civile, et mesdames et messieurs, donc les partenaires techniques et financiers, et chers participants, et nous vous souhaitons donc la bienvenue donc à ce webinaire. Alors donc, je vais dire que je vous remercie déjà pour
cette disponibilité et votre intérêt donc à cette importante rencontre et d'échange et de partage donc d'expériences autour donc des résultats du CLM au CAS 2025. Alors donc, sans plus tarder, et nous avons un agenda que nous allons suivre. Mais avant cela, pour fluidifier donc la communication, permettez-moi donc de rappeler rapidement que on garde en tout cas le micro fermé, bon, entre-temps, pour éviter. Donc, les questions aussi peuvent être posées donc dans le chat, hein, n'oubliez pas, au fur et à mesure. On pourra donc les décrypter au fur et à mesure. Et une session donc de questions-réponses est prévue donc autour de 10h10, hein, voilà. Donc, selon l'agenda, donc on reviendra dessus. Donc, merci donc de privilégier toujours donc les interventions courtes et constructives pour qu'on puisse tenir dans le temps. Donc, n'oubliez pas aussi que le webinaire est enregistré donc, à des fins donc, de capitalisation. Donc, on vous remercie. Alors, donc, objectif donc, de ce webinaire donc, est de diffuser donc, les principales conclusions et recommandations du rapport annuel au CAS 2025. Voilà. Donc, c'est de renforcer donc, la synergie entre donc, les acteurs communautaires et institutionnels et favoriser donc le partage d'expériences autour donc du suivi dirigé donc par la communauté donc pour le domaine de la santé. Alors, et voilà, merci bien amplement pour le partage donc de l'agenda. Et nous allons, comme conformément à l'agenda, et tout à l'heure, et nous donnerons donc la parole, et bien sûr, à Madame Ida Savadogo, donc pour le mot donc d'ouverture. Et bien sûr, les partenaires de la coordination du CLM, je parle donc de REV+, Régipiv et AFAPSI. Si donc des partenaires sont là, ils pourront lever la main et je pense que mon collègue Nakulma pourra leur donner donc la parole pour s'exprimer et rapidement avant qu'on ne passe donc à la présentation donc des résultats du CLM au CAS 2025 avec le collègue Fidel Savadogo. Et bien sûr, comme je le disais, autour donc de 10 heures, on aura donc la phase donc avec nos partenaires donc terrain, donc des panélistes qui vont revenir encore sur et ce qui a facilité les résultats donc et donc de ce rapport-là et comment est-ce que les résultats sont utilisés sur le terrain dans leur zone d'action, dans leur district sanitaire et bien évidemment quels sont les défis qui persistent toujours sur le terrain et qu'on puisse donc peut-être formuler donc des recommandations. Alors ainsi viendra donc en 15 minutes donc la phase donc de questions-réponses. Et bien sûr, on va acheminer donc étroitement vers la fin. Alors, je suis moi-même l'ami Nissan Christian, votre humble serviteur pour la modération. Voilà, donc chargé de projets nationaux au réseau Acteurs Médicaments Essentiels. Et je pense bien que si Madame Salvador Ida est là, je vais lui permettre donc de se présenter avant donc d'aller donc au mot donc d'ouverture. Merci bien, Madame Léa Yubari. Merci. Ok, merci, docteur Lamy. Donc, je suis Madame Sawadro Ida, chargée de programme assistance technique au RAM et également coordonnatrice du Hub d'apprentissage communauté droit et gens du Fonds mondial. Donc, je prends la parole au nom du directeur exécutif national, Amidou Ouedraogo, pour souhaiter la bienvenue à tous les participants à ce webinaire. Il faut dire que ce webinaire, comme l'a souligné l'ami, entre dans le cadre de la diffusion des résultats du rapport de l'Observatoire citoyen sur l'accès aux services de santé CLM au CAS, comptant pour 2005. Et comme vous le savez, ce dispositif est mis en place en collaboration avec plusieurs partenaires, dont notamment Régipiv et REV+. Et en plus de cela, nous avons des points focaux qui sont placés dans les 70 districts sanitaires du Burkina Faso et qui, grâce à eux, nous avons les données collectées au niveau de certains districts sanitaires et certains centres de santé. Et c'est toutes ces données qui ont été compilées et pour 2025, depuis les trimestres, les différents trimestres qu'on a rassemblés et qu'on a pu produire ce rapport de 2025. Et plusieurs domaines en rappel couvrent le CLM au CAS, à savoir la prise en charge des malades de paludisme, de tuberculose, du VIH, la mise en garde de la gratuité des soins pour les femmes
enceintes et les enfants de moins de 5 ans et la planification familiale, les interventions des ASBC, le suivi communautaire, préparation, prévention, réponse aux pandémies PPA, et le fonctionnement global et la gouvernance des formations sanitaires, ainsi que les droits humains et les autres populations vulnérables. Donc, ensemble, nous allons voir au cours de ce webinaire quels sont les résultats qu'on peut retenir pour ce qui concerne l'année 2025. Et comme l'a dit l'ami, nous allons ensemble essayer de voir s'il y a des recommandations qui peuvent sortir de ce webinaire afin qu'au finish, nous ayons un meilleur accès aux services de santé pour nos populations. Merci encore pour vos présences à ce webinaire et bonne séance à tous. À toi, l'ami. Ok, merci bien, Madame Ida, et pour ce mot, en tout cas, il rappelle donc toute l'importance donc de la participation citoyenne dans l'amélioration donc de l'accès aux soins. En tout cas, le succès donc du CLM au CAST repose également sur une forte collaboration entre plusieurs organisations engagées. Voilà, plusieurs organisations engagées dans la promotion donc de la santé et des droits donc des populations. Je vais donc à présent, conformément donc à notre agenda, est-ce que un représentant donc de Rêve Plus est disponible pour nous donner un mot avant donc de que on présente le contenu du sujet. Rêve Plus Régipiv à Papsi, il y a un partenaire qui est présent, voilà, il peut lever la main et puis ben, on va lui donner la parole. Voilà, rapidement. Voilà, je voyais Madame Barreau, je ne sais pas si elle est toujours là ou bien je, ok, allez-y, allez-y. Je crois que Nakluma, voilà, il y a une main qui est levée. Tu peux, voilà. Donc, Madame Rachel Barreau, voilà, vous pouvez vous présenter et puis, voilà, donner votre mot. Allez-y, allez-y. Bonjour. D'habitude, dans mon salon. Bonjour. On vous reçoit 5 sur 5. Merci, Madame Barreau. Vous m'attendez? On vous reçoit très bien. Allez-y. Ok, je suis Madame Barreau, Yamego Rachel du Régipiv. C'est la vice-présidente du Régipiv. J'ai cru que c'est Zeba qui allait se présenter les objectifs. C'est pour cela que je me suis étue. Merci à tout le monde. Soyez les bienvenus et bonne séance. Merci, Madame Barreau. Merci d'être avec nous. Et voilà, donc, sans plus tarder, est-ce que Rêve Plus est représenté? Voilà, il peut lever la main. Voilà, donc, le directeur Sommet, est-ce qu'il est là avec nous? Ou bien un acteur donc de Rêve Plus, voilà, qui sont très fortement impliqués. Alors, je ne sais pas si Monsieur Landré, le directeur donc de APAPSI, est là présentement. S'il est là, il peut lever la main. Et auquel cas, ben, on va avancer. Voilà. D'accord. D'accord. Ok, donc voilà, allez-y. Je vois et voilà. Et Solange connaît. Euh, je ne suis pas directeur, c'est Madame Koné Solange, je suis de ASAPSU, mais je ne suis pas le directeur d'ASAPSU, je suis cofondateur d'ASAPSU. Et vraiment, je voulais saluer cette réunion-là. Merci. Merci, Madame Solange connaît. Merci donc pour votre présence. Et ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. Eh bien, à partir Régipiv, Rêve Plus, est-ce qu'il y a un acteur qui est présent avec nous? Rêve Plus? Ok, donc on avance. Peut-être Rêve Plus prendra la parole à la fin, le temps qu'il se, peut-être il se prépare alors. Alors, merci bien à tous. Et donc, sans transition, nous allons permettre donc à Monsieur Tawadogo Fidel donc, pour nous présenter donc le contenu donc, des résultats du suivi dirigé par la communauté CLM au CAS 2025. Voilà. Donc, plusieurs domaines que Madame Savadogo avait soulevés, hein, le VIH, la tuberculose,
et le paludisme, la gratuité des soins, la vaccination, activité donc des SBC, la gouvernance sanitaire, droits humains, population vulnérable. Donc, de façon générale, donc, on va donc laisser M. Sawadogo Fidel donc, nous revenir en tout cas avec les résultats clés donc, de ce suivi dirigé par la communauté. M. Sawadogo Fidel, vous pouvez vous présenter et puis on vous donne la parole. Oh, d'accord. Bonjour à tous, chers camarades. Moi, je suis le camarade Fidel Sawadogo, assistant planification et suivi évaluation au RAM, et aussi le data manager du CRM MOCAS. Donc, je m'avais vous présenter de façon synthétique les résultats agrégés au cours de l'année 2025. Donc, je vais partager mon écran. Je ne sais pas si... Est-ce que mon écran est visible? Oui, c'est bon, Fidèle. Tu peux aller, c'est bien visible. Voilà, merci bien. OK. Donc, si vous remarquez, donc voici ici présenté le résultat de la veille communautaire en santé. Donc, je note que c'est le 6e rapport alternatif de suivi communautaire. Et ce rapport est disponible grâce à l'appui du ministère de la Santé, du partenaire technique financier ITPC et d'autres responsables de communauté. Voilà, donc avec surtout l'appui avec l'appui remarquable aussi du Fonds mondial surtout. Et il faut dire que ce rapport aussi a vu le jour grâce à un ensemble de structures qui composent le CRM au CAS, dans le RAM même, le REGIPIV, REVPLUS et AFAPSI. Alors, donc, je pars ici présenter un peu le contexte et les enjeux pour l'année 2025. Donc, il faut reconnaître que l'année 2025 a été vraiment une année particulièrement exigeante. Donc, il y a vraiment aussi le défi sécuritaire où les zones à accès difficile sont sous surveillance. Donc, mais la collecte a été maintenue sur toutes les régions malgré les contraintes opérationnelles. Comme défi, nous avons aussi le défi humanitaire où on a constaté que le déplacement massif des populations ont affecté l'accès aux soins avec aussi des formations sanitaires qui sont en sous-effectif chronique. Sur le plan financier, on a enregistré un réajustement brusque des financements en 2025 avec 25% de réduction du financement. Mais le CAS reste résilient avec la naissance de ce 6e rapport qui a fait une couverture de plus de 70 sanitaires dans les 13 régions de Burkina Faso aujourd'hui, 17 régions en 2026. Comme approche méthodologique, il faut dire qu'au niveau de la collecte des données, l'enquête a été réalisée dans les formations sanitaires à tous les niveaux. Ça veut dire du niveau CSPS, CM, c'est centre médical, le CMA, le CHR, CHU, et aussi les entretiens ont été réalisés auprès des usagers des formations sanitaires, des responsables des formations sanitaires, des ASBC et des usagers. Alors, nous avons aussi la ligne verte, notre ligne verte qui nous permet aussi de la remontée des informations, surtout dans un contexte où vraiment la sécurité reste problématique. Donc, il faut noter que 60 associations locales sont partenaires du CRM OCAS, donc interviennent dans l'ensemble des 70 sanitaires
du Burkina Faso. Et la collecte a pu toucher 22 457 acteurs, tout confondus. Donc, pour ce qui concerne les domaines investigués, nous avons investigué dans le domaine du VIH, la tuberculose, le paludisme, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes, femmes allaitantes. Nous avons aussi investigué dans le domaine de la vaccination et de la planification familiale. Nous avons investigué aussi auprès des prestataires de la prestation des ASBC, le respect des droits humains et de la riposte aux pandémies. Alors, comme vu d'ensemble, pour ce qui concerne les indicateurs clés, nous allons d'abord, on constate que 97% des usagers sont satisfaits des services reçus. 90% estiment bien être accueillis dans la formation sanitaire. Et 99% des personnes qu'on a interrogées ont affirmé que leurs droits ont été respectés. Mais il y a aussi des points d'interpellation où on note que 80% des usagers qu'on a interrogés ont attendu moins de 30 minutes. Il y en a constaté également 57% des formations sanitaires qui ont connu des ruptures des médicaments traceurs contre 31% en 2024. Donc, pour ce qui concerne les résultats dans des domaines spécifiques, comme la prise en charge du VIH, on constate une évolution des patients VIH à jour de leur examen de charge virale. Donc, si vous constatez selon le graphique, de 2022 à 2025, on constate vraiment une évolution des PV-VIH à jour de leur charge virale. Donc, de 75% en 2022, nous sommes en 2025 avec 82%. Alors, comme point clé, comme bonne pratique ici, on peut noter que 99% des PV-VIH sont satisfaits des prestations reçues. 82% ont réalisé au moins une charge virale au cours de l'année. 84% ont bénéficié des séances d'éducation thérapeutique. Comme point d'interpellation, on note que 82% ont reçu leurs résultats avant 30 jours, donc une régression de 5 points par rapport à 2024. Il faut noter aussi que 4 districts sanitaires ont connu des ruptures d'ARV de plusieurs formes, allant jusqu'à 21 jours. Et 33 enfants nés de mères séropositives n'ont pas été dépistés dans les délais requis. Pour le domaine de la tuberculose et du paludisme, prenant d'abord la pathologie tuberculose, on enregistre 92% des formations sanitaires qui font la prise en charge de la co-infection. 87% des crachats bas sont transportés par les agents de santé. 6% des patients qu'on a TB, qu'on a interrogés, ont estimé qu'ils n'ont pas eu de proposition de dépistage VIH. Alors, ces services sanitaires ont signalé des ruptures des médicaments antituberculeux de première ligne en 2025 et 23% des patients TB qu'on a interrogés n'ont pas reçu un appui psychosocial. Pour le domaine du paludisme, on retient que 96% des patients ont obtenu les services demandés. Aussi, on enregistre une amélioration de l'utilisation des TDR avant consultation. Et comme point d'attention, on retient que 3% des femmes enceintes n'ont pas reçu la TPIJ.
contre 1% en 2024. Et 14% des usagers n'ont pas reçu tous les médicaments qui ont été prescrits sur ordonnance. Et il y a eu aussi des ruptures de TDR dans 2 CSPS, aussi la rupture de gouttes épaisses dans 3 CMA et centre médical. 52 enfants de moins d'un moins d'un an n'ont pas reçu de CPS. Donc, c'est sur 346 femmes allaitantes qu'on a pu interroger. Pour le domaine de la gratuité des soins, 96,5% des femmes et accompagnants d'enfants de moins de 5 ans sont satisfaits des services reçus. 190 sur 6982 accompagnants d'enfants de moins de 5 ans n'ont pas reçu tous les médicaments. Et la principale cause reste la rupture avec 84%, suivi du fait que les médicaments prescrits sont des médicaments de spécialité. 119 femmes enceintes et femmes allaitantes n'ont pas reçu tous les médicaments, avec aussi pour principale cause les ruptures au niveau du dépôt. Donc, avec un pourcentage une proportion de 87%. 21 femmes enceintes et femmes allaitantes ont déboursé entre 100 francs et 16 000 francs pour les médicaments qui sont normalement gratuits. Et 99% des utilisateurs de la planification familiale ont reçu les services demandés. Mais cela n'empêche qu'on a eu des ruptures de produits de la PF auprès de 9% des formations sanitaires qu'on a eu à toucher, contre 2% en 2024. Donc ici, ce graphique-là nous montre ici la proportion des ruptures des produits de la PFA dans les centres de santé que nous avons eu à toucher. Alors, donc ici, on note que 9% des fonds sanitaires qu'on a touchés ont connu des ruptures de la PF. Pour ce qui concerne le niveau communautaire, on note que 99% des fonds sanitaires ont signalé que les ASBC étaient disponibles et 97% des usagers des ASBC sont satisfaits des prestations des ASBC et 79% des formations sanitaires déclarent intégrer les commandes des ASBC dans leurs commandes. Et cette proportion était 70% en 2024, donc pour 2025, c'est passé à 79%, donc une amélioration. Il faut aussi noter des points d'attention. Et là, on note que 61% des ASBC ont estimé n'ont pas reçu leur motivation à temps. Et ce graphique ci-dessous montre ici un peu de façon synthétique les différents produits dont les ASBC n'ont jamais reçu. Donc, on prend ici de l'amoxicilline, même de l'ACT palu, où 23% ont estimé qu'ils n'ont jamais reçu des produits d'ACT palu. Dans le domaine des services de vaccination, ici, ce domaine est beaucoup marqué par des défis d'équipement et de couverture et surtout de confiance. Alors, on note que 10% des formations sanitaires ne disposent pas de chaînes de froid. 20% des structures qu'on a eu à enquêter ne disposent pas de moyens roulants pour la stratégie avancée. Et 25 formations sanitaires ont affirmé avoir connu des ruptures d'antigènes.
de la vaccination. On retient aussi que 1665 enfants ont été déclarés perdus de vue en vaccination. Et ce chiffre a été déclaré par 173 formations sanitaires. Comme autre constat de la vaccination, il faut noter que 287 accompagnants déclarent avoir des filles de 9 à 13 ans non vaccinées contre le HPV et 46 accompagnants ont estimé que les enfants n'ont jamais été vaccinés et 94% des usagers estiment que la vaccination est nécessaire ou encore très nécessaire, donc un atout à préserver. Pour le domaine du fonctionnement global des formations sanitaires, on note que, selon le graphique que je vous présente, que 11% des COGES ne disposent pas de femmes dans leur bureau, contre 14% en 2024, et 40% des formations sanitaires, des COGES qu'on a eu à toucher, n'ont pas reçu de formation, contre 48% en 2024. Il y a aussi des ruptures de médicaments auprès des formations sanitaires, où 57% ont estimé avoir connu des ruptures de médicaments, traceurs contre 31 en 2024. Alors, comme observation clé, notons que les COGES sans formation sont passés de 48% à 40% en 2025 et 98% des formations sanitaires ont des COGES fonctionnels. Aussi, comme point d'attention, 39% des formations sanitaires sont sans dispositif de lavage de mains. Et 4% des formations sanitaires ont déclaré ne pas avoir de points d'eau. Et ici, on va juste vous citer quelques témoignages qui viennent étayer les chiffres, les données que je viens de présenter. Et alors, le premier témoignage, c'est un homme de 35 ans à Ouagadougou et qui a appelé sur notre ligne verte. Il faut dire que la ligne verte aussi est disponible pour tout citoyen qui pense être témoin d'une situation, qui pense être à la demande de conseils et qui pense qui voudrait dénoncer une situation aussi. Donc, c'est dans cette situation, c'est dans ce contexte-là qu'un homme de 35 ans a appelé à Ouagadougou le 27 février 2025. Donc, je cite c'est dit, vraiment, je ne comprends pas pourquoi on n'arrive pas à trouver tous les produits pour traiter le palu sur place dans les CSPS. Avec le problème de sécurité que nous vivons, ce n'est pas facile. Et une autre femme bénéficiaire de la gratuité, une femme de 26 ans, au CSP urbain de Sorenzo. Et Sorenzo, c'est une zone à accès difficile. Et voici le dit de la dame. L'agent n'était pas très accueillant. Il causait n'importe comment parce qu'on a dit que le temps d'attente était long. Donc ici, c'est un cri de cœur. Et aussi, c'est aussi le cas maintenant d'une femme allaitante dans un village qui dit ceci. Le monsieur de la SBC est venu chez nous pour le suivi. Dieu merci, il est là. Avant, on marchait 2 heures pour avoir des médicaments. Vous dites que le village a reçu
un ASBC, du coup, ça a réduit un peu, ça a réduit les difficultés d'accès, voilà, aux soins. Donc, on note comme bonne pratique, 97% des ASBC et des usagers sont satisfaits des services reçus et 90% des usagers d'informations sanitaires ont estimé qu'ils sont bien accueillis. 99% déclarent que leurs droits ont été respectés. Ça, c'est dans le domaine de la satisfaction et de l'accueil. Pour la prise en charge, pour la charge virale, la VIH, voilà, donc on note que 82% des PV-VIH sont à jour de leur examen et 84% ont bénéficié de l'éducation thérapeutique du patient. Au niveau des ASBC, on note que 99% de disponibilité. Les responsables de fonds sanitaires ont estimé que les ASBC sont disponibles à 99% et 79% des fonds sanitaires intègrent les commandes des ASBC dans leurs commandes. Pour ce qui concerne les normes du personnel CSPS, 92% des CSPS respectent les normes personnelles. Alors, 98% des formations sanitaires ont des co-gestes fonctionnels. Et pour la co-infection, 92% des formations sanitaires assurent faire la prise en charge effective de la co-infection TB-VIH. Donc, une tendance aussi qui est stable et appréciée. Pour ce qui concerne les dysfonctionnements et les insuffisances, ça c'est tout de façon synthétique et tout domaine confondu. Donc, 57% des formations sanitaires ont connu des ruptures des médicaments traceurs. Pour la vaccination, 10% des formations sanitaires sont sans chaîne de froid, 20% sont sans moyens roulants pour la stratégie avancée et 25 formations sanitaires ont signalé des ruptures d'antigènes. Et pour les équipements et examens, 36% des CMA et des centres médicaux ont signalé des indisponibilités d'équipements traceurs, des difficultés d'accès à certains examens biologiques, comme la goutte épaisse de la PCR. Au niveau des ASBC, et pour la motivation surtout des ASBC, 61% des ASBC ont déclaré avoir reçu les motivations en retard. Et 23% n'ont jamais reçu d'ACT palu. Donc, ce qui fragilise vraiment le dispositif communautaire. Pour l'appui psychosocial des patients de la tuberculose, on note que 23% n'ont pas bénéficié de ce soutien-là en 2025. Et la visite à domicile aussi a aussi baissé, donc ce qui peut engendrer des risques accrus d'abandon de traitement, parce qu'on sait aussi que actuellement la tuberculose est en rebond au Burkina Faso. Et pour l'hygiène et la prévention, 39% des formations sanitaires ne disposent pas de lavage de mains et 4% sans point d'eau. Donc, la préparation de la pandémie demeure insuffisante. Alors, donc, comme acquis à consolider, il faut noter la satisfaction élevée et les droits des usagers respectés, la progression continue de la prise en charge VIH. Les ASBC sont de plus en plus disponibles et appréciés par les responsables de formation sanitaire. Il faut dire aussi que les projets sont fonctionnels à 98% de la formation sanitaire. Et les défis urgents à adresser, on remarque une rupture de médicaments de 31% en 2024 à 57% en 2025. Les équipements de la vaccination restent insuffisants. On parle de la chaîne de froid et des moyens roulants. Et 61% des ASBC sont sans motivation, n'ont pas reçu de motivation à temps. Et l'appui psychosocial a chuté de
de 28% à 23% en 2025. Et aussi, il faut ajouter le financement durable du système à sécuriser parce que ça, c'est un défi aussi avec, nous sommes tous conscients des événements qui ont survenu en 2025 avec le retrait de plusieurs partenaires. Et il faut dire que la souveraineté demeure d'actualité et si on voudrait vraiment pérenniser l'ensemble de notre dispositif. Alors, donc, voici ce que je voulais vous présenter de façon synthétique. Et je pense que je n'ai pas tout présenté. Et peut-être dans la phase de discussion, on pourra revenir sur certains aspects. Je vous remercie. Ok, merci bien, Fidèle. Merci, Fidèle. Voilà, merci donc pour, en tout cas, et cette synthèse, comme tu l'as dit. Et à présent, je vais permettre donc à Monsieur Ziba, s'il est toujours avec nous. Voilà, donc, on s'achemine étroitement vers donc, la phase donc, des panels pour rester donc dans le temps. Et je vais permettre à Monsieur Ziba donc, de Régipive, voilà, s'il est toujours avec nous donc, de modérer donc, cette session. Voilà, juste rappeler que nous avons deux panélistes, voilà, donc, qui ont pu donc, se connecter, notamment celui donc, de Boussé et celui donc, de Boulmigou. Donc, je laisse Monsieur Ziba donc, animer cette phase-là. Ziba, vous êtes là? On vous donne la parole. Monsieur Ziba? Oui, docteur, vous m'entendez? Alors, il faut dire que M. Ziba, bon, souvent, voilà, il est en déplacement dans une zone un peu inconfortable, mais bon, je pense qu'il tente de se connecter. Voilà, donc, voilà, M. Ziba, allez-y, on ne vous entend pas. Ah, Fidèle a fini sa présentation. Allô? Oui, M. Seba, Fidèle a fini sa présentation. Oui, oui, j'ai fini, Ah, Zéba, j'ai fini. d'accord. Alors, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Zeba Daouda Ousmane, assistant en suivi et évaluation au RGP. Alors, nous remercions infiniment M. Sawadou pour cette présentation riche et précise qui nous donne une vision claire de l'état du suivi communautaire de la santé en 2025 au Burkina. Et cela illustre notamment les avancées enregistrées ainsi que les défis qui demeurent dans le domaine de l'accès aux services de santé. Alors, nous allons très rapidement passer au panel. Et avant ce panel, il faut dire que les résultats présentés ici prennent tout leur sens lorsqu'on les met en regard avec les réalités vécues sur le terrain. C'est pourquoi nous allons à présent donner la parole à trois points focaux au CAS, venus de trois régions différentes du Burkina, à savoir la région d'Oubli, la région du Katoro et la région du Nandou. Alors, pour vous présenter nos panélistes, nous avons M. Ouedraogo Michel, point focal ADIG du Burkina Faso pour le district sanitaire de Boussé dans la région d'Oubli. Madame Benao Jeanne, point focal ALVC pour le district sanitaire de Boussé dans la région du Kadjogo et M. Nikema Michel, point focal AMIB pour le district sanitaire de Kenado dans la région du Nambou. Je vous remercie tous les Oui, trois d'avoir accepté de Ziba, partager. Oui, Monsieur Ziba, juste vous rappeler que le troisième panéliste n'a pas pu, à cause des, voilà, il y a eu des insuffisances, donc, on aura donc Monsieur Ouedraogo Michel et Madame Benao. Merci bien. ok, d'accord, ça marche. Donc, je m'excuse. Alors, j'inviterai chacun à répondre à trois questions en 2 minutes. Bon, 2 minutes ou 3 minutes par réponse. Donc, n'hésitez pas à illustrer vos propos par des exemples concrets vécus dans vos différents districts respectifs. Donc, première question, c'est qu'est-ce qui a facilité selon vous la réalisation des résultats de 2025? Je commence par M. Ouedraogo Michel, point focal ADIG-BF. Ok, merci à vous, M. Zeba. Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Michel Ouedraogo et je suis le premier responsable de l'Association de développement intégré des jeunes du Burkina Faso. Ok, vas-y.
La première question, je basée à relance. Qu'est-ce Boucher, qui a facilité selon qui est vous une la structure... qualification de la... Oui. OK. Voilà, Mhm. ce qui a facilité les résultats de 2025, voilà, ça se résume en 3 éléments. Voilà, le premier de suivi dirigé par les communautés, dynamique et bien expérimentée. Voilà. Le deuxième élément, c'est nous avons des points focaux engagés sur le terrain. Et le troisième élément, nous avons l'ouverture progressive des autorités sanitaires au dialogue. Voilà, c'est pour dire que depuis les années antérieures, on avait des difficultés réellement d'accès aux informations, voilà, dû réellement à une certaine incompréhension de la part de nos autorités sanitaires. Mais de nos jours, voilà, on s'est rendu compte que réellement, il y a réellement une appropriation du CLM au CAS au moins ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir réellement réaliser voilà, convenablement nos activités. Et il faut aussi noter que le CLM au CAS aussi nous permet, voilà, à travers la réalisation de nos activités, d'avoir des cadres de concertation, voilà, des cadres de concertation avec les usagers, voilà, les responsables des formations sanitaires et nos décideurs locaux. Voilà, voilà ce que je pouvais réellement répondre à votre question. D'accord, d'accord. Merci beaucoup à vous pour cette intervention. Alors, Madame Benao, qu'en est-il pour vous dans le cadre? Est-ce que Madame Benao nous reçoit? Si elle parle, est-ce qu'elle active son micro? Madame Benao, votre micro est fermé, hein? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va. Moi, c'est Jeanne Benao. Je suis la responsable de l'association ALVC. Chez nous, bon, je sais pas si vous voyez un peu chez nous, bon, comme nous sommes à l'intérieur du CMA des PICI, c'est fait que, bon, on est connu un peu par tous les ICP. Le MCD aussi nous facilite. Voilà, nous avons des programmes, les lettres qu'ils envoient en avance. Les ICP sont interpellés en avance pour dire que nous allons être sur le terrain. Et comme ils voient que non, c'est du gagnant-gagnant, donc chez nous, nous n'avons pas de problème. Ça, c'est ce qui a facilité surtout. Merci. Merci beaucoup à vous pour ces premiers éclairages. Je passe à la deuxième question. Comment les résultats des collectes ont pu être utilisés sur le terrain pour produire des changements concrets? Donc, vous rétorquez, Madame Benao. OK. Il faut dire que ça a été beaucoup utile, ça nous a beaucoup aidé. Parce que sur le champ, les dysfonctionnements que nous avons constatés, je me rappelle qu'il y a le MCD qui s'est déporté même sur un site parce qu'on avait signalé un dysfonctionnement. Il est parti, il a constaté lui-même et ça a été réglé. Il y a des endroits où il n'avait même pas d'eau. Bon, à cause de cette activité-là, ils ont pu gérer la situation. Voilà, même il y a des maternités où il n'avait pas d'éclairage. À cause de ce signal-là, ça a pu être géré. Donc, je me dis que ça a beaucoup contribué à changer des comportements, beaucoup de choses. Merci. Merci beaucoup. C'est vraiment instructif. Alors, qu'avez-vous observé dans le Nando? Même question pour M. Ouedraogo. OK, merci à vous, M. Zeba. Oui. OK, voilà, c'est le Oubri. Oui, la région du Oubri. Voilà. Bon, je peux dire que les données collectées ont été utiles parce qu'elles nous a permis de transformer des constats et parfois dispersés en éléments éditables. Voilà, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que grâce à ces résultats-là, nous avons réellement des évidences qu'on pourrait réellement servir de plaidoyer ou d'alerte, voilà, au niveau de nos différentes formations sanitaires. Voilà, c'est-à-dire que sans les éléments de collecte, voilà, on ne peut rien faire. C'est parce que réellement, il y a des résultats et qui nous permettent réellement de pouvoir réellement agir, voilà, pour pouvoir changer les choses. Voilà, c'est-à-dire permettre de capitaliser, permettre de faire des alertes, permettre de remonter les informations ou permettre même de voir directement les décideurs pour réellement discuter les différentes difficultés que vivent les usagers de santé, que vivent même les formations sanitaires.
Notamment, ça peut être l'insuffisance du personnel dans les formations sanitaires, ça peut être des ruptures de médicaments, d'intrants. Voilà, donc ça dit que ça permet réellement de pouvoir faire bouger les lignes. Voilà, voilà ce que je peux réellement apporter. D'accord, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup à vous. Donc, troisième et dernière question pour ce panel, c'est quel défi reste selon vous le plus persistant sur le terrain? Donc, Madame Benao, peut-être que vous pourriez commencer. Moi, le défi chez moi, c'est les locaux dépassés, hein. Oh oui, parce que si on veut bien travailler, on veut que tout soit clair, bien fait là. Il faut que eux aussi soient mis à l'aise. Parce que nos locaux sont dépassés. Vous voyez, ici à la maternité, quand vous arrivez, vraiment, c'est dépassé, c'est dépassé. Voilà. Quand on demande quelque chose à quelqu'un qui fasse bien, il faut que nous aussi, on essaie de voir ces conditions, dans les conditions dans lesquelles la personne travaille. Voilà. Vous voyez qu'on n'a même pas de morgue. Voilà, nous n'avons même pas de morgue. Pour le Mugou, nous n'avons pas de morgue. Si on a des patients décédés, il faut forcément les amener soit à Souche de Vie ou bien à Souka. Voilà, les trucs sont dépassés. Donc, franchement, si on peut vraiment commencer par là, ça va beaucoup nous arranger aussi. Merci. C'est bien noté. Merci à vous. Alors, Monsieur Ouedraogo, votre principal défi? OK. Et quant à moi, le défi le plus persistant est quoi? C'est-à-dire que nous collectons des informations. Souvent, nous faisons des alertes. Voilà. Et au niveau de, à tous les niveaux, en fait. Voilà. Maintenant, le fait qu'il n'y a pas un retour rapide de ces alertes-là font que, bon, souvent, la communauté se dit que, bon, est-ce que réellement ils sont écoutés? Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce que quand vous émettez des alertes pour une rupture de médicaments, et ça va passer au moins 2 ou 3 mois avant que le problème ne soit résolu, vous voyez souvent que ça réellement, ça décourage un peu. Voilà. Nous voudrons réellement, voilà, en termes de recommandations, voilà, qu'on clarifie les responsabilités et maintenir un dialogue régulier avec les autorités sanitaires. Voilà, pour que lorsqu'il y a des recommandations, que ces recommandations puissent réellement être prises en compte dans le délai. Voilà, je prends un exemple, nous avons collecté les informations du S1 et du T1. Voilà, et bon, si à la fin du T2, bon, les différentes difficultés vécues par la communauté, et nous avons relayé au niveau des décideurs, voilà, et qu'il n'y a pas de choses, une prise de mesure, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc ça fait souvent que c'est pas intéressant. Voilà ce que j'ai. D'accord, merci beaucoup à vous. Je pense que nous sommes au terme des 3 questions. Donc, on retient en termes de défis pour cette dernière question-là que pour le district de Bouloumou, c'est l'absence ou l'insuffisance ou bon, l'inadaptabilité des locaux pour pouvoir mener les interventions correctement. Et chez vous, à Boussé, c'est vraiment la lenteur dans le traitement des dysfonctionnements constatés et peut-être situer les responsabilités pour que ça puisse aller rapidement. Alors, merci à vous. Donc, je tiens à vous remercier chaleureusement. Hein, les 2 points focaux pour la richesse et la sincérité de vos témoignages. Donc, vos expériences respectives à Boussé, à Bouloumou, illustrent à quel point le suivi communautaire, lorsqu'il est porté avec rigueur et engagement, peut réellement transformer l'accès aux services de santé. Merci vraiment à vous. Donc, je pense qu'on est au terme de ce panel. Donc, je ne sais pas, docteur Lamy. Ok, merci à notre collègue Ziba donc, de Régipiv pour avoir conduit brillamment ce panel. En tout cas, merci bien donc à ce partage d'expérience autour donc de ces 3 questions. Voilà, l'usage donc comment est-ce que nous parvenons donc en tout cas enrichir donc l'observatoire citoyen sur l'action service de santé avec les données. Je pense que les acteurs seront bien décrits. Et bien évidemment, donc, comment est-ce qu'ils utilisent donc ces données sur le terrain pour en tout cas la résolution, c'est bon. Et bien sûr, on a remarqué que les défis persistent toujours, comme Zéban a dit si bien, voilà, les défis persistent toujours. Illustré donc par ces collaborateurs depuis le niveau terrain dans le district santé de Boussé et de Boulmégou.
Alors donc, à présent, Monsieur Zeba, donc, nous allons donc poursuivre avec la série donc, des questions. Voilà. C'est ça. Les échanges donc, que nous avons pu recueillir. Je ne sais Oui. pas si vous avez pu avoir donc des questions à votre niveau. Ben, on va essayer de revenir avec quelques questions. Et puis, bon, on va permettre donc à notre collaborateur fidèle de revenir. Et ensemble, donc, Régipiv, APAPSI et Rêve Plus sur le RAM, nous allons donc essayer d'apporter donc quelques éclaircissements aux questions posées donc par les différents participants. Alors donc, je retiens, fidèle, je retiens que la question de temps d'attente est une question qui a été donc soulevée. À quel moment on dit que le temps d'attente est acceptable? Est-ce qu'à partir de 30 minutes, on lance l'alerte? Je crois qu'on reviendra dessus. Voilà, si vous avez pu le noter. Et également, comment dirais-je, les fonds. Qu'est-ce qui explique donc le déboursement donc, des fonds par les usagers souvent de la gratuité sur le terrain? Ah, donc, je pense qu'on reviendra dessus avec les acteurs pour répondre. Et donc, la stratégie donc, de réalisation donc, pour retrouver donc, les perdus de vue est une question qui est revenue. Je pense qu'on va revenir un peu dessus avec les différents acteurs avec nous ici. Et le niveau de participation donc, de la société civile donc, dans les cadres donc, et des instants donc, de dialogue aussi, qui est en tout cas très essentiel donc, pour les actions de plaidoyer avec les données. Je pense qu'il y a une question qui a été posée. On pourra revenir dessus si c'est noté. Et puis, bien sûr, j'ai également noté donc, le partage d'expérience donc, et pour en tout cas le suivi dirigé par la communauté dans les zones à accès difficile. Comment nous arrivons donc à toujours donc, mener donc, ce suivi là-bas. Et donc, je pense que n'hésitez pas à écrire donc, dans le chat toujours pour les questions. Et mon collègue fidèle pourra revenir sur ces quelques questions. Voilà. Et puis, bon, après cela, nous allons revenir donc avec des échanges, lever la main et puis, bon, on va vous interroger. Mais déjà, pour ces questions qui ont été posées, on va permettre donc à notre camarade fidèle donc de revenir dessus. Merci bien. D'accord. Merci, camarade ami, pour la parole. Et merci aussi aux participants pour euh, les différentes préoccupations. Et ça cela aussi prouve que, en tout cas, ma présentation a été suivie. Alors, pour la première préoccupation, à combien estimons-nous le temps d'attente? Je pense que le temps d'attente, souvent, OMS, attendre plus de 30 minutes n'est pas normal. Mais, et ça aussi, ça dépend des niveaux de soins. Voilà, et c'est plus approprié aux soins primaires, à des niveaux primaires. Mais aussi, il faut dire aussi que ça reste aussi, il y a aussi des points à relativiser parce que aussi, dans les centres de santé, il y a aussi des systèmes de tri. Voilà, une personne peut venir attendre longtemps, oui, mais s'il y a un cas urgent qui arrive, on va prendre le cas urgent. Voilà, mais je pense que dans un niveau primaire, attendre plus de 30 minutes, là, souvent, vraiment, c'est pas acceptable. Euh, pour la seconde préoccupation, donc la première préoccupation, c'est celle de Ali Soumoun. Alors, Koudouma a évoqué une préoccupation. Qu'est-ce qui explique le déboursement des patients de la gratuité voilà, dans les centres de santé? Pourtant, les produits sont gratuits. Je pense qu'effectivement, c'est une question très pertinente. Et cela aussi montre que ce qui explique généralement, c'est les ruptures de produits. Les ruptures de produits, une personne part avec son ordonnance dans le dépôt de la formation sanitaire et les produits ne sont pas disponibles. Et la personne sera obligée de sortir à l'acheter dans une officine privée, c'est-à-dire en déboursant de l'argent. Pourtant, le système a prévu que ça soit vraiment accessible gratuitement. Voilà, donc c'est en cela qu'on parle de débourser pour avoir les soins. Et pour ce qui est de la stratégie pour retrouver les enfants perdus de vue, je pense que
C'est ça. Effectivement, c'est vraiment une problématique, hein, parce qu'au niveau, mais on voudrait, la stratégie, c'est surtout impliquer nos acteurs au niveau communautaire. Il faudrait vraiment surtout que chaque formation sanitaire ici fait appel aux communautaires pour vraiment travailler en synergie pour, en tout cas, retrouver le maximum d'enfants perdus de vie. Je pense que le RAM avait bénéficié d'un projet l'année passée, oui, avec l'UNICEF, où nous avons fait une mobilisation communautaire qui a vraiment retrouvé un grand nombre d'enfants perdus de vue dans plus de 3 à 4 régions de Burkina Faso. Mais je pense que pour cette situation reste toujours problématique parce que jusqu'à là, il faudrait vraiment une implication du niveau district pour information sanitaire, des communautaires, voilà, pour retrouver pour un mécanisme pour retrouver les enfants perdus de vue en lien avec la vaccination. Alors, quel est le niveau citoyen dans les instances de décision? Bon, à ce niveau, sauf si peut-être que mes collègues viendront avec de plus amples informations. Je ne pense pas que le CASOP comptabilise en tout cas cet aspect-là. Donc, au risque de de me tromper, je vais pas vraiment, je n'ai pas d'informations par rapport à parce que nous ne suivons pas cet aspect. Mais ça reste en tout cas vraiment un aspect très intéressant qu'on pourrait ici voir qu'en quelle mesure et on pourrait vraiment suivre parce que c'est aussi important. Quel partage d'expérience nous on peut faire, que OCAS peut faire dans les zones assez difficiles? Parce que oui, effectivement, nous avons plusieurs zones accès difficiles, mais la collecte se fait en tout cas de façon périodique. On ne peut pas forcément dire que c'est de façon régulière, mais il faut dire que nous collectons d'abord auprès des sites accessibles, des informations sanitaires qui sont accessibles, parce que nous ne voulons pas aussi mettre en danger aussi nos partenaires au niveau local. Et nous avons aussi des stratégies de collecte de données, puisque dans les zones à fort défi sécuritaire, à accès difficile, et souvent, l'utilisation des téléphones portables reste problématique, hein, et surtout la prise de GPS n'est pas souvent appropriée. Donc, nos partenaires sur le terrain collectent souvent la version papier et puis après tout des stratégies pour les saisir dans la plateforme pour nous partager. Et l'un des outils vraiment impérieux dans les zones à fort défi sécuritaire, ça reste notre ligne verte. Voilà, la ligne verte joue ce rôle de relais et de remontée d'informations, car tout citoyen, quel qu'en soit dans sa zone, il suffit d'avoir un peu de réseau, vous appelez, c'est gratuitement, et vous exposez votre problème. Et je pense qu'au bout du fil, nous avons des conseillers psychosociaux et qui sont là pour vraiment accompagner et orienter tous les usagers qu'ils appellent sur cette ligne verte. Voilà. Donc, oui, maintenant, la dernière préoccupation que je note, quelle est la situation, quelle solution trouver pour les patients en lien avec les ruptures d'arrivée depuis de 21 jours? Merci pour la question. Je pense qu'à ce niveau, il y a eu des signalements par rapport à des ruptures de produits, et je pense que nous-mêmes, au niveau du RAM, nous avons alerté le ministère de la Santé, mais comme moyen alternatif, les centres de santé concernés ont aussi collaboré avec d'autres centres de santé plus proches pour récupérer les ARV et les mettre à la disposition des patients en attendant que le niveau central les ravitaille. Aussi, je pense que peut-être le REGIPIV viendra peut-être approfondir un peu cet aspect. Il y a le REGIPIV aussi et d'autres organisations communautaires aussi qui accompagnent aussi les formations sanitaires dans ce qui concerne la disponibilité des ARV. Donc, quand il y a la rupture d'un centre de santé, je pense que les responsables de centres de santé aussi font appel aussi à des communautaires comme le REGIPIV et autres pour vraiment revenir voilà, en soutien. Donc, voici un peu ce que je voulais évoquer par rapport aux différentes préoccupations.
Et je pense que j'ai aussi des collègues qui prendront aussi la parole pour euh, apporter des précisions ou apporter des compléments par rapport aux préoccupations posées. Merci. Ok, merci bien monsieur Fidèle, voilà pour en tout cas ces éléments de réponse. Et je pense que on peut toujours, voilà, si RGP rêve plus à partir ont des éléments donc, de réponse à les autres les apporter. Alors même maintenant, je pense que Fidel est revenu sur la question donc dans les 30 minutes donc, du passé. Il a vraiment relativisé voilà, dans l'information sanitaire avec une stratégie donc, de tri. C'est là un peu que dans la collecte des données où les points focaux effectivement travaillent donc à sensibiliser donc, les usagers par rapport à cela. Mais les niveaux donc primaires, même les 30 minutes, c'est déjà un défi assez élevé. Voilà pour en tout cas le temps qu'il a dit. Alors la question donc de paiement, effectivement, il a dit, c'est les ruptures des soins, les ruptures donc de produits, je veux dire, qui en tout cas poussent donc les cibles donc de la gratuité donc à débourser de l'argent. Et l'implication communautaire auprès donc des agents de santé est la clé de voûte pour le rattrapage des enfants donc dans la vaccination. Je pense que Monsieur Fidel et Monsieur Michel Ouedraogo peut-être pourra revenir, ou Madame Binao, ou pourra revenir donc sur la question donc, du rattrapage des enfants pour la vaccination. Je vais laisser l'honneur à M. Ouedraogo, Michel, de revenir sur la stratégie. Et en tout cas, pour les cadres, les instances donc, de participation citoyenne, très belle question. Je pense qu'il y a des cadres qui sont institutionnels, qui sont dédiés au niveau donc formation sanitaire, au niveau donc régional, au niveau national, où chaque acteur de la société civile participe en fonction donc en tout cas des niveaux d'action. Alors, mais au-delà de ça, comme Fidel a dit, comme nous ne capitalisons pas, mais au-delà de ça, les cadres souvent formels, donc avec les données de Lucas, chaque formation sanitaire après donc les collectes de données et les agents, les collecteurs donc travaillent à créer un cadre avec les agents de santé pour échanger autour donc des constats, les bonnes pratiques et les dysfonctionnements et pour trouver donc des solutions. Voilà, donc je pense que l'appui du Fonds mondial nous permet donc de faire des rencontres donc de restitution du district sanitaire de façon semestrielle où vraiment chaque acteur, donc, au bout du trimestre, réunit tous les acteurs donc, de la localité au niveau district sanitaire pour échanger autour donc, des constats faits avec donc, les autorités locales, administratives et sanitaires et avec la forme des usagers. Donc, je pense que si Ouedraogo Michel ou d'autres acteurs veulent ajouter quelque chose, avant qu'on ne donne la parole, on a encore 5 minutes au maximum pour permettre donc aux participants donc d'interagir donc de vive voix. Alors, Monsieur Ouedraogo Michel, 1 minute, s'il vous plaît, allez-y. OK, merci beaucoup, Dr. Lamy. Voilà, en ce qui concerne la stratégie de recherche des perdus de vie en vaccination, voilà, c'est-à-dire que nous avons, au niveau du district sanitaire de Boussé, nous avons sur 25 formations sanitaires, nous avons mis des choses, des personnes ressources communautaires et qui, lorsqu'ils retrouvent un enfant insuffisant vacciné, on lui remet une fiche de référence. Voilà, on lui remet une fiche de référence et on lui donne le rendez-vous de rattrapage de l'antigène en question. Voilà, donc arrivé au niveau de la formation sanitaire, voilà, donc il y a des parties où l'infirmier renseigne la fiche. Voilà, et nous passons au niveau de la formation sanitaire, récupérer voilà, l'antigène, comment on appelle ça, rattrapé. Voilà, c'est en fonction de cela, c'est cette stratégie qu'on a mis voilà, pour pouvoir réellement rattraper les enfants insuffisants vaccinés ou carrément, surtout aussi les femmes. Voilà, voilà la stratégie que nous avons mis en place au niveau du district sanitaire de Boussy. Merci. Ok, merci, Monsieur Ouedraogo. Est-ce qu'il y a donc, levez la main pour qu'on puisse vous interroger, s'il vous plaît. Et dans la foulée, si Zeba a des éléments de réponse, Monsieur Zango Landry de AFAPSI et Rêve Plus, si vous êtes là, si vous avez des éléments. Madame Ida également, si vous êtes là, n'hésitez pas donc à apporter donc des éléments de réponse ou en tout cas des partages d'expérience. Zeba, vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît. Sur les questions de rupture d'ARV, si vous avez quelques éléments, voilà. Monsieur Zeba. Est-ce que Monsieur Zeba avec nous, votre micro est toujours muté?
Ok, d'accord. Donc, je pense que, voilà, donc, s'il y a des questions, levez la main, on vous interroge au fur et à mesure, s'il vous plaît. Voilà, donc, il y a des commentaires également, et je vois que dans un commentaire, ils ont dit que le taux donc, de résolution donc, des plaintes, voilà, est bon à capitaliser comme un indicateur. Je pense que nous allons noter ça pour mettre à côté. Le taux de résolution donc, des plaintes, des dysfonctionnements est toujours bon à capitaliser, et on peut formuler des indicateurs bien spécifiques, bien dessus pour en tout cas mieux capitaliser cela. Et voilà. Voilà, donc dans les formations sanitaires primaires, plus de 30 minutes pour en tout cas accéder à une prise en charge peut aussi contribuer donc à aggraver donc les pathologies. Et voilà. Et selon donc Madame Salmata Miandou, donc au Spido du Niger, voilà. Merci pour votre retour. Voilà. Et voilà. Donc je ne vois plus d'autres questions. Est-ce que Zéba, vous avez quelque chose à dire? Sinon, Oui, docteur, désolé, hein, quand j'étais en entretien, je allez-y, pense que, voilà. voilà, en tout cas, c'est bien répondu par l'équipe du RAMI. Ce que je peux juste ajouter, c'est que vraiment, les acteurs sur le terrain font du beau boulot en- en rapportant en tout cas tout ce qui est dysfonctionnement constaté, réalité renouvelée. Je pense que nous, en tant que réseau identitaire des personnes vivant avec le VIH, c'est presque les mêmes cibles que les acteurs terrain touchent. Et généralement, nous, nos pairs éducateurs qui sont engagés dans le projet ITME relèvent de, de concert avec les agents de collecte de l'OCAS, là, ces mêmes dysfonctionnements, et nous travaillons en synergie pour pouvoir résoudre ces dysfonctionnements, toucher qui de doigt pour que ces réalités-là puissent en tout cas être arrangées. Donc, c'est pour moi le lot encore de remercier ces acteurs de collecte, ces acteurs qui remontent ces informations de dysfonctionnement pour qu'on puisse en tout cas parvenir à l'accès au système de santé de qualité. Je pense que c'est bon pour nous. Ok, merci. Voilà, on jette un coup d'œil dans le chat encore. N'hésitez pas à prendre la parole, voilà, pour poser vos questions, s'il vous plaît. C'est un cadre quand même et, et qui ne se réalise pas tous les jours quand même, hein, il faut le dire. Alors donc, et- Il y a une question qui a été posée par Augustine Yamuro. oui, allez-y, ressortez la question, on va, voilà. Voilà. Et pour toutes les présentations, merci pour toutes les présentations qui sont très riches. Que pourquoi la veille a concerné 60 au lieu de 70 districts que compte le pays? Ok, c'est une bonne question. Voilà, donc je pense que rapidement, Fidèle, tu vas donner des éléments de réponse et puis voilà, tu pourras comprendre. Ok, donc il faut dire que et oui, bon, je vais aller, c'est la couverture en tout cas pour l'année 2025, voilà. Et effectivement, dans la projection, c'est toujours donc toucher les 70 districts sanitaires. Mais bon, comme vous le savez, il y a des zones souvent, donc, souvent d'accès difficile à la dernière minute. Voilà, donc, où on n'arrive pas. On fait des projections, mais souvent, et comme Fidel avait dit, comment on fait pour avoir accès à certaines zones? Par exemple, la zone de Pama, qui est souvent difficile d'accès, mais les collecteurs quand même arrivent à collecter de façon régulière, donc, dans un centre situé un peu en zone plus ou moins en ville et ils envoient quelques données, même si on sait qu'ils ne touchent pas toutes les cibles, mais ils font l'effort quand même de collecter. Mais il arrive souvent à la dernière minute dans certaines zones où on attendait des données mais n'ont pas pu sortir parce que des informations de dernière minute ne les ont pas permis donc d'assurer donc la couverture dans ces zones-là. Donc c'est un peu comme ça que ça évolue par moment. Et donc nous travaillons donc à chaque fois créer donc cette dynamique pour la couverture représentative dans tous les hospitaux du district sanitaire du Burkina Faso. Et donc est-ce que Fidèle, tu as des éléments pour ajouter? Voilà, donc c'était un peu ça aussi le défi, un Ok. défi pour nous. Bon, je pense que les amis, je pense que je n'ai pas grand-chose à ajouter. Tu as tout dit. Alors, il faut dire qu'au cours de l'année 2025, nous avons pu toucher 63 de sanitaires, c'est 70. Et la principale cause reste vraiment la situation sécuritaire qui est fragile. Alors, nous avons des cas comme le district sanitaire de Djibo, de Seba,
pour ceux qui ne sont pas au Burkina, mais qui font des recherches, doivent comprendre que c'est des zones vraiment où c'est pas vraiment, c'est pas vraiment simple. Donc, comme nous, on l'a dit, nous, c'est sauver sans périr parce qu'on ne va pas vraiment vouloir faire un acte pour pouvoir sauver une situation et nous-mêmes en rester, quoi. Donc, quand la situation n'est pas stable, on ne recommande pas. C'est vrai que nos partenaires sur le terrain même nous demandent vraiment qu'on les autorise, mais nous, vraiment, il ne faut pas prendre le risque. Voilà, c'est pourquoi. Donc, je pense qu'on espère qu'en 2026, sera vraiment ça. Et avec les efforts qu'on constate, on va peut-être avoir une amélioration de la couverture. Merci. Ok, merci bien, Fidèle. Alors, je pense que on s'achemine donc sûrement vers la fin. Voilà, donc, comme prévu à 10h30, il est 10h21 minutes. Alors, donc, dans les échanges, est-ce que les uns et les autres débats, il y a des recommandations qui sont ressorties? Et je note quand même donc la question donc d'indicateurs sur la résolution donc des plaintes est bon à capitaliser pour faciliter en tout cas la capitalisation donc des actions donc menées par le suivi dirigé. Voilà, l'implication communautaire est de garde auprès donc des agents de santé pour en tout cas la résolution. Donc la société civile doit être impliquée donc à tous les niveaux. Maintenant, je ne sais pas si dans la foulée il y a donc il y a une main qui est levée. Je vois une main et oui, Madame oui, Madame Rachel Barrow, il y a une main qui est levée. Vous voulez intervenir? Oui, je voulais demander au niveau de la veille, là, est-ce que la veille concerne le privé? Et ma deuxième question aussi, est-ce que les CHR, les CHU sont-ils concernés également? Merci. Merci, Madame Ouedraogo. Et Madame Barrow, autant pour moi, c'est une très belle question. Voilà, donc, on vous répond donc avec, donc, effectivement, il faut dire que 2025, les centres privés n'y étaient pas touchés. Voilà, donc, je pense que les programmes et même les acteurs dans l'ensemble ont bien voulu que le suivi dirigé par la communauté aille au niveau des privés. Les privés même qui reçoivent également donc des intrants donc, des autorités sanitaires, donc selon donc, les types donc, de prise en charge dans les zones. Eh bien, il faut dire que cette année 2026, et nous avons donc l'honneur de vous informer que nous avons commencé donc la collecte également au niveau donc des privés, en plus donc des structures donc publiques au niveau communautaire. Et le privé également est collecté. Nous avons commencé en crescendo avec Bobo et Ouagadougou. Et progressivement, nous allons étendre ça dans les autres districts sanitaires. Merci pour cette question de rappel. Alors, il faut également dire que et pour l'autre question, Fidèle pourra répondre. Madame Barrow, pour les grands centres, voilà, pour les grands centres, pour les grands centres, quoi. Oui, pour les grands centres, et la collecte se fait également dans les grands centres, mais ce n'est pas aussi régulier, mais ça se fait dans les grands centres. Il faut dire que les grands centres sont des sites où la collecte se fait de façon régulière. Et de plus en plus, avec donc les aspects que nous revenons sur le terrain, il y a une stratégie que nous voulons adopter donc pour en tout cas prendre en compte les services, certains services donc des grands centres de façon spécifique. Voilà, donc certains centres, quand je prends Dédougou, quand je prends donc au-dessus centre donc de Gogodogo, c'est des zones où vraiment les CHR sont collectés régulièrement. Voilà, donc il faut qu'on travaille donc à rendre ça un peu plus régulier, sinon la collecte se fait également dans les grands centres. Je pense qu'au cours donc de l'année 2025, et si je ne me trompe pas, les grands centres qu'on a pu toucher, les CHR fidèles, au nombre de... Nous avons pu toucher 9 voilà. CHR. Voilà. Mais l'intensité doit se poursuivre. Voilà, à ce niveau également. Alors, il y a merci beaucoup. Madame Adaba Niango a levé la main. Voilà, donc on vous donne la parole avant donc d'acheminer donc à la fin. Voilà, merci bien Madame Niang, vous avez la parole. Madame Niang Adama, vous avez la parole. Allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez? Allô? Excusez, monsieur. Voilà. Allez-y, monsieur Adama, allez-y. Vous m'entendez? On vous reçoit 5 sur 5, allez-y.
C'est gentil. Bonjour, c'est pas madame, c'est monsieur Adama. Autant pour moi. Merci. Non, il n'y a pas de problème parce que Adama peut être féminin comme masculin. Bon, moi, je suis le coordonnateur du réseau national des associations de lutte contre la tuberculose au Sénégal. Bon, je vous ai pris de cours. C'est pour cela, bon, peut-être c'est pour contribuer par rapport au suivi dirigé par les communautés. Parce que souvent, on a eu à tenter cette expérience-là. Mais souvent, il y a des problèmes entre, par exemple, le collecteur et les superviseurs et par rapport aux structures de santé à qui on travaille. Souvent, c'est comme on a l'impression que si ce n'est pas bien fait, c'est comme si, par exemple, on est venu en agent contrôler et autres. Et ce n'est pas le cas parce que, supposons, par exemple, les associations viennent en appoint pour relever, c'est-à-dire pour voir de visu les manquements. Mais ces manquements-là, souvent aussi, les agents de santé ne le voient pas comme tel. C'est comme si, par exemple, on est venu comme un agent contrôler et même révéler des secrets. Non, mais ce n'est pas le cas. Donc, moi, j'aurais aimé que, par exemple, ce cas de figure, qu'on puisse, dès le départ, faire la part des choses et parler correctement et avec les agents de santé. Sinon, ça peut poser des problèmes. Le deuxième point, c'est que s'il y a des manquements aussi, il y a aussi une possibilité, au lieu même de relever, parce qu'il y a des choses qu'on peut régler dans la structure de santé. Parce qu'il y a des choses peut-être que le médecin-chef ou l'ICP peut ne pas connaître. C'est dans sa structure. Et si on lui parle, c'est des choses qui peuvent se régler, qu'on peut ne pas envoyer, c'est-à-dire un peu plus haut. Merci et bonne journée. Ok, merci bien, monsieur Adama Niang. Vraiment, merci pour votre retour. Ce partage d'expérience est assez important. Et nous sommes d'avis avec vous, effectivement. Et comme pendant le panel, Madame Benao avait sorti un acteur terrain, voilà, qui a fait sortir un élément très important. C'est une situation de gagnant-gagnant, et ce qui fait qu'ils sont très bien acceptés dans la zone. C'est pour dire simplement que ce n'est pas une police. Elle a fait ressortir clairement, c'est parce que tout le monde gagne. Les prestataires de soins, la communauté gagne lorsque vraiment ce dialogue est bien fait et montrer l'intérêt donc de suivi dirigé par la communauté. Voilà, donc vraiment merci pour revenir dessus, nous prenons note. Alors donc on a vu dans les présentations, dans les chats aussi, et on demande donc d'élargir donc au MTN, voilà, de façon périodique également. C'est vrai que le suivi dirigé par la communauté, donc avec les actions ponctuelles, appuie donc le programme MTN au Burkina Faso. Mais en tout cas, comment mettre le dispositif au même titre que sur les pandémies, voilà comment est-ce qu'on peut y ajouter. Merci donc au retour de M. Ali, voilà, Soumoutira. Merci beaucoup. Alors, la pérennisation est une question posée à tout le monde, hein, comme on a dit. Et comment rendre donc ce suivi dirigé par la communauté périn, voilà. Il faudrait vraiment, il faut commencer d'abord par une implication forte de la communauté, que l'engagement soit au rendez-vous, hein, parce que les acteurs communautaires, c'est quelqu'un quand même dans sa communauté qui ne peut pas voir donc des aspects, des constats et ne pas rapporter l'information au premier responsable local pour arracher donc le mot à M. Adama Diango localement pour résoudre la situation. Il doit le faire et également donc peut-être collecter les données avec tout ce qui suit. Donc ça commence par là. Maintenant, comme on le sait très bien, l'appui financier également est quand même un élément assez important, voilà, pour en tout cas la continuité. Voilà, diversifier les partenaires sont donc des astuces quand même que nous avons, de sorte que, ben voilà, en plus de l'engagement communautaire local, les acteurs au niveau de leur localité s'engagent et la diversité donc des partenaires et même permet donc aux structures étatiques, voilà donc le ministère de la Santé donc qui en tout cas facilite la mise en œuvre donc de cette activité, puisse également à son niveau voir comment est-ce que intégrer donc le suivi dirigé par la communauté d'une manière donc orientée pour en tout cas permettre donc le suivi continu qui sont des données vraiment qui viennent donc appuyer donc les données au niveau donc structurel. Donc merci donc pour cette question là et pour voilà pour cette question posée. Je pense que question de pérennisation, est-ce que pour la dernière question, je vais dire Régipiv, Madame Baro, vous avez quelques éléments de réponse par rapport à la pérennisation en plus de ce que j'ai dit. Si Apapski est là, rêve plus. Madame Ida Savadogo.
C'est une question qui revient chaque fois. Donc, il faut qu'on en discute, qu'on se donne des idées. La pérennisation. En plus des éléments que j'ai donnés, est-ce que quelqu'un peut en tout cas dire un mot sur la pérennisation du suivi dirigé par la communauté? Alors donc je vois, et voilà, un appui donc de Maman Malam Abdou. Vous avez la parole rapidement, et puis ben, on va clôturer. Merci bien. Allez-y, vous avez la parole. Malam Abdou, vous pouvez aller. Maman Malam Abdou, allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Bon, on ne vous entend pas, allez-y. Vous n'êtes pas audible, hein? Allez-y, 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 ça vient. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous, maman. Allô, bonjour. Allô, on vous reçoit, maman. Voilà, bonjour à tous. Félicitations vraiment pour ce travail abouti. C'est vrai que je vous ai pris en cours. Et chapeau vraiment pour ce travail impeccable de communauté. Et pour la question de pérennité, je pense qu'il s'agit bien de conscientiser vraiment les communautés. Du moment où une communauté soit bien conscientisée et responsabilisée, je pense que beaucoup de choses vont s'améliorer, même avec peu de moyens. C'est vrai, il ne faut pas qu'on se focalise beaucoup plus de la question des financements, étant donné que nous sommes dans la rareté vraiment des finances. Nous-mêmes, en tant que communauté, prendre conscience de l'enjeu, de l'importance de notre rôle et aussi de l'enjeu de l'accès aux soins de qualité comme étant un droit pour nous dans le cadre vraiment de cette redevabilité communautaire. Moi, je pense qu'il suffit d'accentuer vraiment la conscientisation, la responsabilisation des communautés. Et une fois que cette communauté, une communauté bien conscientisée, bien responsabilisée, elle pourra vraiment beaucoup contribuer à pérenniser le suivi dirigé par la communauté. Merci bien, monsieur Maman. Très bien. En tout cas, ça fait un plus, effectivement. Merci donc pour, en tout cas, cette touche. Alors, madame Ida et Léa, voilà, vous avez 30 secondes pour votre appui. Après, nous allons donc, en tout cas, nous avons débordé de 3 minutes. On vous écoute. « 30 secondes pour vous, madame. Alors, Ok, allez-y. Merci, docteur Lamy. C'est juste pour parler un peu de la durabilité. Et nous savons que pour le GC8, le Fonds mondial met l'accent sur justement la durabilité, la transition et le cofinancement des programmes du Fonds mondial. Et il faut dire que l'OCAS est en grande partie financé par le Fonds mondial. Et ce qui est recommandé justement, c'est cette durabilité et dans le suivi dirigé par la communauté qui doit être prise en compte par le secteur public, qui devrait être intégré justement dans les structures des ministères de la Santé afin de permettre aux communautés de prendre leur part avec cet outil dans la gouvernance des services de santé. Donc, c'est un appel aussi au secteur public déjà de voir comment insérer ce système de suivi dirigé par la communauté au sein de nos structures sanitaires au niveau district, au niveau régional et même au niveau national, afin vraiment de permettre que les communautés puissent vraiment prendre leur part dans l'accès et dans la résolution des dysfonctionnements de l'accès aux soins de santé. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci. Merci, Madame Léa Dubaré. Je pense que voilà, donc, au-delà donc des questions financières, comme le disaient les prédécesseurs,
Voilà, la question donc de conscientisation, responsabilisation, engagement sont les piliers et bien sûr, comme Ida vient de le dire tout à l'heure, et les outils pris en compte donc intégrés donc dans le dispositif institutionnel permet également donc de permettre à faire fonctionner donc durablement donc les suivis dirigés par la communauté. Alors, pour en tout cas cheminer vers la fin, je fais un petit mot donc de synthèse, on va dire de griffe, mais je vais permettre donc à le directeur donc de AFAPSI, voilà donc de prendre la parole à la fin pour clôturer donc cette séance. Voilà, Monsieur Landry Zango qui va se préparer après donc ce petit mot que je vais faire. Alors donc pour dire que voilà, nous retournons de façon générale que le rapport alternatif pour 2025 du CLM au CAS met en évidence bien sûr à la fois des avancées significatives et des défis majeurs pour le système donc, de santé au niveau du Burkina Faso. Donc les résultats montrent une forte satisfaction donc, des usagers. Hein. Voilà, c'est un paradoxe, mais voilà, comme c'est une subjectivité, c'est un peu ça. Un usager qui dit qu'il est satisfait pour une prestation donnée, il faut en croire. Mais quand il n'est pas satisfait, ça veut dire qu'il n'est pas réellement satisfait. Il faut creuser pour savoir le pourquoi. Donc, également, un meilleur respect donc, des droits des patients de façon générale et des progrès dans la prise en charge donc, du VIH et témoignant donc des résumés présentés par M. Fidel. Le renforcement donc, des ASBC et une amélioration notable donc, de la disponibilité donc, du personnel donc, dans les CSPS. Voilà, toutefois, les alertes importantes demeurent, on va le dire, notamment donc, la forte hausse des ruptures donc, des médicaments. On a vu 57% donc, des formations sanitaires concernées, donc contre 31% en 2024. Donc voilà, il y a une question qui est là. Les insuffisances donc d'équipement, voilà, prenant en compte la vaccination, les difficultés donc d'approvisionnement donc en produits essentiels, et également donc la baisse donc de l'appui social aux patients TB, voilà donc et une insuffisance donc dans la motivation des SBC. Et voilà, ce sont quand même des points donc chauds à toujours, en tout cas, et travailler donc à améliorer avec l'implication donc de la société civile, la communauté, auprès donc des décideurs, des autorités sanitaires. Donc ces constats rappellent en tout cas l'importance de renforcer donc la collaboration entre communautés, autorités, comme je disais, et partenaires afin de transformer donc les données du suivi communautaire en actions donc concrètes, voilà, pour garantir un accès équitable et durable donc à des services donc de santé et pour tous. Alors donc je me retourne vers le directeur donc de AFAPSI, M. Zango Landry. Il va se présenter et profiter donc nous donner un mot sur la ligne verte et clôturer donc cette session. Monsieur Landry, vous avez la parole. Merci. Et bonjour tout le monde, je suis Landry Stanislas Zango. Je suis le directeur exécutif de AFAPSI, Association des femmes africaines face au sida, qui est à la branche locale de la SOA, parce qu'en Afrique, beaucoup de gens connaissent plus la SOA, Society for Women in AIDS in Africa, je pense qu'il est représenté au moins dans 40 pays en Afrique. Et AFAPSI est partenaire avec le RAM et les autres organisations, les organisations REV+, REGIPIV pour opérationnaliser, pour mettre en œuvre le CLM au CAS depuis le début. Et ça fait vraiment un bout de chemin quand nous sommes ensemble. Et dans ce partenariat, AFAPSI, parce qu'elle a une ligne verte qu'elle gère depuis les années 1993, et à travers cette ligne verte, elle fait ce qu'on appelle la relation d'aide à distance. Donc, ça veut dire qu'on arrive à avoir des informations qui couvrent sur tout le territoire national et on arrive à accompagner les personnes qui ont des expériences avec le système de santé divers et on arrive à les orienter, à les écouter, à les informer. Et surtout, on arrive aussi à veiller à avoir des informations quand il y a des alertes pour pouvoir informer l'autorité. Voilà. Donc, je remercie tout le monde pour l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. J'avais remarqué que dans les chats, il y avait une réponse qui n'avait pas été apportée par l'équipe. C'était le plan, un acteur de plan qui demandait pourquoi la non-fonctionnalité des COGES. Je ne sais pas si Fidel peut répondre une minute dessus assez rapidement et pour qu'on puisse continuer. Voilà, j'ai vu ça dans le chat. Est-ce qu'il y a un élément de réponse pour cette question avant qu'on... Vous pouvez répondre, donner quelques éléments et on avance. Monsieur Landry, voilà, vous pouvez donner quelques éléments et on avance. Oui, je sais que les défis des COGES dans nos communautés existent dans les points un peu
reculer dans dans différents centres de santé. Et je pense qu'il y avait des études qui ont montré que la mise en œuvre des projets avait quelques petites difficultés. La question de participation de communauté, où souvent les projets aussi sont c'est les mêmes personnes qui sont devant les projets pendant un certain nombre de temps et que souvent ça fait une certaine morosité. Il y a des problèmes aussi de gestion qui impliquent certaines personnes qui font que les projets peuvent ne pas fonctionner dans certaines localités. Bon, je ne sais pas si ce sont ces raisons qui font qu'on a détecté par rapport à la collecte au casse, mais c'est que les acteurs, quand ils arrivent sur le terrain, ils se rendent quand ils posent la question pour savoir est-ce que le projet est fonctionnel. Le plus souvent, oui, on dit, bon, souvent ça se limite peut-être à une ou deux personnes qui sont actives. Est-ce que c'est le projet qu'il faut, qui a été défini? Donc, je pense que c'est un peu dans ce sens. Et les autres collègues peuvent donner des éléments plus précis pour répondre à cette question. Donc, je ne sais pas si avec l'ami, ça va ou est-ce que vous avez d'autres éléments à ajouter? Je pense que ça va. De façon générale, c'est bon. Hein? On peut vous laisser, voilà, poursuivre, clôturer. Merci pour ces éléments de réponse. Vous pouvez poursuivre. Merci. OK. Donc, je reviens donc pour vraiment, je remercie tout le monde. Bon, je pense qu'on va passer un peu. D'habitude, quand on fait ces gens, on remercie beaucoup ceux qui ont permis les partenaires financiers. Mais moi, je vais d'abord dire vraiment merci à l'ensemble des participants et la qualité de vos interventions, les questions que vous posez et démontre l'intérêt que vous avez vis-à-vis de ce que nous faisons ici au Burkina Faso à travers le CLM OCAS. Et en tout cas, nous montrons notre disponibilité à vous apporter toutes les informations que vous voulez pour la réplicabilité ou améliorer ce que nous faisons déjà. Donc, vraiment, on vous remercie pour votre participation. On remercie aussi l'ensemble des acteurs par qui le CLM aussi a été possible. On remercie particulièrement le RAM qui joue ce rôle vraiment de coordination entre les différents types de partenaires. Les autres partenaires associatifs qui sont REF+, GPIV, AFAFSI et les organisations point focal qui permettent d'avoir des informations au quotidien pour alimenter ce rapport. Bon, ce rapport qui est un rapport alternatif qui est produit chaque année depuis maintenant, je pense que c'est la cinquième édition, et vient toujours de montrer l'engagement de la communauté à vraiment veiller à ce que la qualité des soins soit dispensée aux populations qu'elle représente. Donc, nous remercions aussi l'ensemble des partenaires techniques et financiers, l'ensemble des programmes au niveau public qui accompagnent toujours l'initiative, qui contribuent à ce que le CLM soit ancré sur le plan institutionnel, qui continue de donner des résultats, qu'on puisse utiliser les données pour pouvoir faire avancer notre système de santé. Voilà, donc c'est le lieu de remercier tout le monde. Et donc, voilà, donc je pense que ça peut considérer comme un mot de fin. Et vraiment à inviter tous les uns et les autres. Si vous avez d'autres questions, je pense que le secrétariat de RAM, le GFAN et tous, on est tous là pour pouvoir apporter des précisions et profiter d'autres opportunités pour pouvoir partager l'expérience. Je vois que le communicateur vient de partager le site web du RAM à travers lequel vous pouvez télécharger déjà le rapport et pour avoir son entièreté pour le parcourir. Et à travers ce site web, vous pouvez encore contacter tous les acteurs qui sont impliqués dans l'élaboration de ce rapport-là. Voilà. Donc, je vous remercie. Monsieur Lamy, docteur Lamy, je vous passe la parole pour... Vous avez clôturé, donc on remercie tout le monde. Il n'y a plus de mots. Voilà, et à nous revoir. Merci. Voilà. Au revoir à tous. À nous revoir et à la prochaine occasion. Bye bye. On est à tous. Donc, voilà. OK. À la prochaine. Bye bye. OK, ça fait aller.